BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, nous sommes bien le lundi 22 septembre 2025 et bienvenue sur BFM Business. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et bien voilà, une nouvelle semaine qui commence. Et vous le savez, du lundi au jeudi, votre rendez-vous tech, c'est de 19h30 à 21h en direct à la radio, à la télé, puis après bien sûr les replays et les podcasts. Bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Avec ce soir, une info qui est tombée il y a quelques minutes. On va essayer de décortiquer tout ça avec nos experts. Nvidia vient d'annoncer qu'ils allaient investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI. C'est un vrai coup de théâtre que l'on va commenter dans un instant. On parlera aussi du rachat de TikTok aux USA. Ça se précise, visiblement, on commence à avoir quelques brides d'informations concernant ce rachat qui a mis du temps. Et puis, en fin de Tech & Co, on s'intéressera à une innovation robotique qui arrive à détecter précocement les cancers et à les soigner. Nous recevrons tout à l'heure un chirurgien, le docteur Amir Anas sera avec nous, qui est pneumologue interventionnel à l'hôpital Marie-Lannelongue et qui utilise en fait toute cette technologie. Voilà quelques-uns des sujets de ce soir. Un grand merci de nous être fidèles et bienvenue. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Pour débriefer de l'actu tech ce soir sur le plateau de Tech & Co en ce lundi, Claudia Cohen est avec nous. Salut Claudia. Salut François. Très heureux de te retrouver, Claudia, également, qui est journaliste à Bloomberg, voilà, et que vous retrouvez de temps en temps dans Tech & Co pour qu'elle nous fasse partager tout son savoir dans l'économie et dans la tech. À tes côtés, ma chère Claudia, c'est Salim Nassur qui est là. Salut Salim. Salut tout le monde. Et ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait un moment, dis donc. Salim est tellement occupé, les amis. Il est tout le temps par Mons et par Vaux. Et ce soir, tu es avec nous. C'est pas faux. Attends, tu vois, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes lunettes qui se mettent en route. Tes lunettes connectées qui se mettent en route? Ouais, non, mais j'entends de la musique, j'ai l'impression. Donc, pas mal débordé, mais... En fait, il a un double cerveau, ça. Il peut écouter ses musiques préférées et réagir précisément à toute l'actu tech. En ce moment, il y a un concert symphonique ailleurs. Je ne sais pas si tu arrives, Fred, mais moi, j'y arrive pas. Je peux pas faire ça. Non, mais j'ai un seul cerveau. Enfin, j'en ai un à droite, un à gauche. Et c'est qui? Ouais, de temps en temps, ils sont concurrents, les deux. En tout cas, très content de revenir parmi vous. Pareil, Salim. Et Frédéric Simotel, bien évidemment, journaliste à BFM Business. Et toi, Salim, tu es fondateur de Mars, avec 2 A. Écoutez, cette actu qui est tombée il y a quelques minutes, franchement, on a de la chance à croire que Jensen Huang, notre nouvel ami, puisqu'on l'a interviewé en exclusivité, c'était lors de Vivatech, Jensen Huang a annoncé, en tout cas c'est son équipe et Nvidia a annoncé qu'ils allaient investir jusqu'à 100 milliards dans OpenAI. Après un précédent investissement, alors un peu plus, on va dire, modeste, de 5 milliards dans Intel. On l'avait commenté jeudi. Pour faire plaisir à Donald Trump. Voilà, c'était pour faire plaisir à Donald Trump. Là, je pense que Nvidia se fait plaisir en investissant 100 milliards. Et évidemment, c'est une information qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rabat les cartes en fait, de l'intelligence artificielle générative. Parce que si on avait encore un doute de la suprématie de Nvidia dans ce domaine, là, ça y est, c'est clair. Je ne sais pas ce que tu en penses, Claudia. Complètement. Tu as glané d'autres informations sur ce sujet, mais je t'écoute, vas-y. Complètement, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on dit que Nvidia est l'acteur phare de la révolution technologique qui est en cours, avec l'IA qui s'imprègne absolument dans tous les domaines de la société, dans tous les métiers. Pour Nvidia, moi je trouve que le move est absolument déjà assez colossal si on parle simplement de chiffres. C'est vrai que quand on compare à des initiatives européennes ou même d'autres initiatives qui peuvent se faire, ça paraît gigantesque. Et pour moi, je trouve c'est quand même un moyen aussi de fidéliser les clients, quoi. C'est-à-dire que là, on le dit, Nvidia est au centre du jeu depuis des mois et des mois sur l'intelligence artificielle. Moi, je trouve que cet investissement aussi, c'est un moyen de s'assurer qu'on participe aux infrastructures de ces géants de l'IA et on est sûr aussi que quand même leurs cartes graphiques seront toujours utilisées au cœur. Alors pour donner quelques informations que mes collègues de Bloomberg aux États-Unis ont publiées il y a quelques minutes, donc cet argent servirait donc en grande partie à construire des centres de données dont la puissance combinée atteindrait 10 gigawatts. Donc c'est à peu près l'équivalent de 9 à 10
réacteurs nucléaires, pour donner un ordre d'idée. Et ensuite, mes collègues... Consommation électrique du Portugal, hein, Fred, c'est ce que tu disais. De la Suisse ou du Portugal, ouais, voilà. Incroyable. Voilà, c'est incroyable. Un pays, quoi. Incroyable. Un pays complètement. Et selon mes confrères de Bloomberg aux États-Unis aussi, en fait, Nvidia recevrait un peu d'equity aussi sur OpenAI. Parce que c'est vrai que l'annonce sur le communiqué... C'est là qui n'est pas très clair. On ne sait pas s'il y a une prise de participation, si c'est juste un investissement. Voilà, c'est un peu ça qui... Ouais. Parce qu'on se pose toujours la question, Microsoft étant le principal actionnaire aujourd'hui de Nvidia, puisqu'ils ont mis 13 milliards, c'est là où on se dit... OpenAI, tu veux dire. De OpenAI, pardon. Et du coup, de Nvidia, on se dit, mais est-ce que Nvidia devient actionnaire? Alors, ça ne paraît pas être le cas, mais il y a quand même de l'échange d'actions. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a déclaré Sam Altman. Tout commence par le calcul. L'infrastructure informatique sera la base de l'économie du futur et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles avancées en matière d'IA et permettre aux particuliers et aux entreprises d'en tirer parti à grande échelle. Voilà. Donc, écoutez, information importante. Salim, tu viens d'apprendre ça tout comme nous. Ouais. Quelle est ta première réaction ? Première réaction, je me dis que... Ils ont de l'argent quand même chez Nvidia. Je pense à tous les gens qui devraient me remercier aujourd'hui parce qu'il y a 3 ans ou 4 ans, je leur ai dit d'investir dans Nvidia. Je pense que déjà, tout le monde commence à comprendre ce que je voulais dire à l'époque, mais blague à part, oui, c'est évident que c'est l'entreprise de l'IA, mais c'est super smart en plus parce qu'en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que tu arrives à un plafond qui fait que tu ne peux plus pousser en fait la puissance de calcul, et pour pousser cette puissance de calcul, il faut continuer à investir dans des data centers qui vont être remplis par des GPU, évidemment d'NVIDIA. Donc investir, en fait, c'est finalement investir pour qu'ils puissent se développer et leur redonner de l'argent, puisqu'ils vont racheter des puces NVIDIA. Donc c'est super smart. Après, derrière ça, là où moi j'invite toujours, parce qu'on est quand même sur une chaîne professionnelle, c'est toutes les entreprises françaises qui se posent encore la question de savoir si c'est hype ou si c'est pas hype. Quand tu as une entreprise qui investit 100 milliards... Ouais. Ça doit mettre un peu la puce à l'oreille. C'est pas pour rien, tu vois, ils sont pas que philanthropes quelque part, tu vois. Quand tu te dis que c'est 100 milliards, et c'est ce qu'on disait avant de rentrer sur le plateau, c'est l'équivalent du plan qui a été annoncé pour la France entière. Ouais. Et là, c'est juste une entreprise qui investit dans... Ouais, bon, bah voilà, enfin, comme on dit... Alors, le game n'est pas plié, mais quand même, c'est... Ouais, il commence à être un peu tordu. Ça commence à... Mais moi, je trouve que le game n'est pas plié, certes, mais ça commence à être un peu compliqué. Ça peut commencer aussi à être un peu compliqué pour les concurrents, parce que là, quand même, d'un coup, on est en train de se dire, mais ils sont en train de préparer... ChatGPT 5 vient à peine de sortir, hein, ce qui est le logiciel, donc, le LLM de OpenAI. On est en train de préparer... Le coup d'après, le post-ChatGPT 5 est à coût de 100 milliards. C'est-à-dire que là, Sam Altman, il se verrouille quand même l'accès à plus notamment la future plateforme, la Rubin, de Vera Rubin là, de Nvidia. Bon, Nvidia, ça lui fait son gros client aussi. Enfin, ça fait une masse assez importante. Bon, il y a les Google Anthropic qui vont devoir... On va avoir peut-être des annonces dans quelques heures ou quelques jours de Google qui va nous dire, nous, on remet au pot pour notre infrastructure massive. Oui, ça fait beaucoup. Et du coup, quand on regarde, nous, l'Europe dans tout ça, mais même les Chinois qui sont en train de se dire, nous, on ne veut plus de Nvidia, on veut monter nos propres infrastructures. On estime que les Chinois, ils ont 4 à 5 ans de retard aujourd'hui, alors qu'ils rattraperont au fil du temps, mais il leur faudra quand même quelques années. Là, ça reprend encore un coup. Enfin, là, les Américains sont vraiment en train de taper un grand coup sur la table. Et en plus, c'est un enjeu, alors on l'a dit, géopolitique, technologique, un enjeu énergétique aussi, parce que tu l'as dit, Claudia, 10 gigawatts, c'est 10 centrales nucléaires, donc il va falloir les construire aussi, ces centrales nucléaires, parce qu'on ne va pas les pomper l'électricité utilisée aujourd'hui par les villes américaines. Donc là aussi, il y a des très gros enjeux. Enfin voilà, on est passé, ça y est, dans... En fait, ça me rappelle, tu sais, il y a 15 ans, à l'époque, quand j'étais encore chez Google, tu vois, où... on disait on investit 10, 20, 30 milliards, ce qui était déjà énorme dans les data centers, et tout le monde trouvait ça dingue de dire, OK, il y a autant d'investissements. Là, on est passé, tu vois, le facteur, il est x10, tu vois, quand tu parles du projet Stargate et compagnie. Et nous, c'est vrai que par rapport à ça, on n'a pas les moyens d'aller vers ça. Donc, on sera de toute façon hyper dépendant de cette technologie. Il faut le savoir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit essayer de lutter ou trouver des zones de contournement ? Moi, c'est plutôt ce que j'encourage les gens à faire, c'est de composer avec. Parce qu'il y a l'enfrontal, c'est juste impossible. En fait, il y a trop de puissance. Et comme tu disais juste, c'est marrant, moi j'invite toujours les gens à aller regarder, je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, si tu fais status.openai.com, tu vois en fait à quel moment les serveurs sont saturés.
Donc tu te rends compte qu'en fait, on a atteint... c'est public, ce type d'information? Tous les hyperscalers ont ça, et ça. Et donc tu le vois, et tu vois, en fait, c'est toujours en tension. Tu vas être en orange, tu vas être en rouge, de temps en temps, tu es en vert. Et donc tu comprends bien que cette barrière physique, elle doit être passée, donc avec plus de data center, plus de GPU, sinon ça va saturer. Rien que sur ChatGPT, tu as plus de 700 millions d'utilisateurs aujourd'hui par semaine. Enfin, on est sur des chiffres absolument énormes. Mais c'est vrai que c'est très pertinent ce que tu dis, notamment sur si on se base d'un point de vue européen sur... Finalement, il y a un an, on se demandait quelle réponse apporter à ça. Aujourd'hui, quand on voit l'escalade et l'argent qui est mis sur la table, argent que l'Europe n'a pas, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire je pense qu'il y a deux petites choses. Quand on voit qu'NVIDIA, c'est le meilleur dans les GPU pour, on va dire, l'IA. ChatGPT, c'est les meilleurs en matière d'IA générative. Imaginez un petit peu le combo fatal qu'ils sont en train de faire. Ça va être monstrueux, en fait. Ils vont s'auto-accélérer, mais finalement. Ça va être d'autres financeurs. C'est hyper vertueux pour eux. Tu as Oracle, SoftBank, tu en as d'autres derrière qui sont là aussi pour la finance. Tu as Microsoft aussi qui est présent dans sa partie cloud et tout ça. Microsoft va certainement opérer les data centers là au sein de son cloud. Et puis, il y a aussi un message qui est envoyé aux investisseurs. C'est-à-dire les gens qui continuent à acheter du NVIDIA, tu disais il y a 3 ans, il faut acheter du NVIDIA, moi je dis aujourd'hui, achetez du NVIDIA, même si c'est cher. Là, ça va 4% en bourse 4%, j'ai eu 3,8% tout à l'heure. Donc allez-y, continuez à acheter, parce que dans 2 ans, vous direz, j'ai bien fait. Je vais lui filer 50% de ce que j'ai investi. Non, mais c'est ce qu'il me l'avait dit. Ça veut dire que ça rassure les investisseurs qui se disent, ils sont en train de... Parce que là, 100 milliards, c'est évidemment pas, il ne sort pas le chèque demain, et puis ce sera prêt dans quelques mois. On est parti pour quelques années. Donc ça veut dire que pour des investisseurs, c'est important de savoir... Mais ils annoncent en fait le début du fruit de leur coopération dans 1 an, exactement. Dernier semestre 2026. En plus, c'est que des deux côtés, c'est que la face cachée de l'iceberg. En fait, si on regarde côté NVIDIA, tu parles des GPU, mais il y a aussi tout l'aspect software derrière. Il y a CUDA, il y a tout ce qui est Omniverse, il y a tous les jumeaux numériques qu'ils sont en train de mettre en place, qui va vraiment impacter l'industrie 4.0. Il y a toute la partie robotique sur laquelle ils sont en train de se positionner. Et on connaît un petit peu aujourd'hui les ambitions de chacun sur le développement des humanoïdes. Et de l'autre côté, tu as OpenAI, on va en parler tout à l'heure, c'est toute la partie software aussi qui va arriver. Donc c'est un combo qui est assez magique. Et en face, je ne vois pas trop ce que tu peux mettre. Tu parlais de l'Europe tout à l'heure. Je rebondis sur... On va en parler ou pas de l'interview de Bruno Le Maire? Oui, tout à l'heure. Donc on en reparlera. Mais je pense que ce qu'il faut pour l'Europe, c'est faire ce qu'on a fait dans un tout autre projet, toute autre technologie, c'est Notre-Dame. Il faut abolir certaines règles et dire, les gars, là maintenant, c'est trop important pour la partie tech. Tout ce qui nous contraint aujourd'hui pour d'autres projets européens dans le domaine du transport, de l'énergie, je ne sais pas quoi, pour tout ce qui est la tech, faut qu'on oublie tout ça, faut qu'on s'allie, qu'on réfléchisse. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Fred, je ne sais pas si tu te souviens, mais la semaine dernière, nous parlions justement de la relation apaisée entre Microsoft et OpenAI, qui avait été annoncée là il y a quelques jours. Est-ce que finalement, ce n'est pas la conséquence de cette relation apaisée, cet investissement de 100 milliards? On peut se dire que voilà, les tensions entre Microsoft et OpenAI. Il y a des barrières qui tombent, du coup on se dit, on peut poursuivre. On peut maintenant, la route est plus... Souvenez-vous, il y avait cette histoire de Microsoft voulait que OpenAI a été créé dans un laboratoire à but non lucratif. Ils ont créé une filiale commerciale, ils voulaient changer le statut de l'ensemble, finalement, on ne pouvait pas, c'était complexe. Microsoft disait, oui, mais nous, on a mis de l'argent, on voudrait un fauteuil au board, on voudrait que cette filiale commerciale soit un peu plus... importante, qu'elle prenne la main un peu sur l'ensemble pour qu'on puisse amener d'autres investisseurs. Bon, tout ça, il y avait même une masse de procès entre l'un et l'autre, parce qu'OpenAI disait, nous, si c'est comme ça, Microsoft, on vous sort et puis on ira se débrouiller tout seul. Donc ça s'est apaisé, ils ont trouvé un accord. Microsoft a récupéré 30% de OpenAI. Enfin voilà, il y a eu un partenariat, de la filiale commerciale en tout cas. Et je pense qu'une fois que c'est apaisé, là, ça y est, les barrières sont défaites. Jensen Huang est rassuré, dire je ne vais pas me retrouver un jour où on va me dire c'était pour le bien public. Et donc voilà, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est vraiment la réaction des Google. Parce que Google ne va pas rester comme ça en train de les regarder. Oracle, on voit qu'ils essaient de se glisser aussi dans l'infrastructure cloud, mais eux, un peu en recul. Anthropique, ça va être intéressant. Et on termine avec... juste sur ce que tu dis sur le côté apaisé de Microsoft, moi je trouve que ça va accélérer la sortie de Microsoft quelque part, parce que
savez sans doute, il y a une petite clause quand même dans le contrat qui est, dès qu'on a atteint l'AGI, l'intelligence générale artificielle, OpenAI peut se détacher de Microsoft. Et plus que tu vas accélérer, tu vas forcément aller vers ça. Et à un moment, merci, au revoir Microsoft. La suite nous le dira. Ils ont le cloud. Oui, je ne me fais pas trop de soucis pour Microsoft. Ils vont aller voir Amazon qui est avec Anthropic, ou ils vont aller voir Google qui est avec Google. Mais il y aura moins peut-être d'embrication. Oui, c'est clair. En tout cas, voilà, c'était la grosse actu de ce jour, qui est tombée il y a quelques minutes, et effectivement, on voulait commenter tout cela avec vous. Toujours, si l'on reste dans le domaine d'OpenAI, il faut savoir que OpenAI a des chantiers multiples, et ça fait un moment que Sam Altman rêve d'avoir un objet, un produit hardware qui serait en quelque sorte le meilleur écrin de son intelligence artificielle générative. Parce qu'aujourd'hui, ça va être un PC, ça va être un smartphone avec, pourquoi pas, l'assistant vocal de ChatGPT. Mais on voit qu'OpenAI aimerait bien aller jusqu'au bout de leur concept, c'est-à-dire non seulement créer l'IA générative, mais aussi l'appareil, l'objet connecté qui serait OpenAI, en fait, qui aurait été conçu pour ça. Et ça fait un moment qu'on en parle, et visiblement, l'association avec Jonathan Ive, qui était l'ancien designer d'Apple, avance, puisqu'il y aurait non pas un, non pas deux, mesdames, messieurs, mais 3 produits sur lesquels, en fait, Jonathan Ive et Sam Altman pourraient plancher. On parle d'une enceinte sans écran, d'un enregistreur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas trop. Et puis un petit appareil qu'on porterait sur soi et qui pourrait enregistrer tout ce qu'on dit et sans doute après digéré par l'IA générative pour en tirer le meilleur, quoi. Enfin, je ne sais pas trop, mais c'est intéressant de tout ça. Vous y croyez, vous, à cet objet qu'OpenAI est en train de fabriquer ? Oui, complètement. À chaque fois qu'il y a une innovation, on parle soit de killer app sur le smartphone ou soit de killer project. Et c'est vrai que pour l'instant, ça reste à voir, même si l'IA a bouleversé les usages qu'on peut avoir au quotidien. En fait, on l'utilise sur des produits qu'on connaît aujourd'hui. C'est sûr. Alors après, on a vu déjà quelques concurrents. Quand on parle du petit pin, par exemple, qu'on pourrait mettre ici, on pense au produit dont on a parlé chez toi, au AI Pin de la société Human, je crois, c'était ça. Qui n'a pas été un franc succès. Voilà, qui a fait un petit flop. Un flop, un flop, vraiment. On peut le dire. Je voulais rester poli, mais... Donc, il faudra voir. Mais forcément, c'est-à-dire que si jamais, honnêtement, c'est pas OpenAI qui sort ce produit, ce sera Apple qui sortira ce produit. Ce sera des concurrents qui ont une expertise énorme sur produits, ce que n'a pas pour l'instant OpenAI. On a vu, tu en as cité un, mais il y a eu énormément de personnes de chez Apple qui ont été recrutées justement spécialistes en hardware. Donc moi, j'y crois. Et par contre, ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que sur les dates de sortie qui seraient annoncées, en tout cas ce qui serait dévoilé, on nous parle de 2026. Moi, je trouve ça un petit peu short, tôt, quand même, ouais. Un petit peu short, mais on y croit. À moins que l'élaboration de ces produits soit très avancée. Et puis peut-être qu'ils ont déjà les industries. Ils ont réussi à garder le secret. Oui, puis peut-être qu'ils ont déjà les industries. Ça fait un an qu'ils et s'ils ont déjà les industriels pour fabriquer, tu vois, ça peut aller vite. Après, c'est comme tu dis, dans un an et qu'il n'y ait pas eu de fuite déjà, alors ça, c'est un peu vague. C'est un peu vague. Parce que visiblement, on aurait d'autres informations. On aurait déjà les noms des fournisseurs qui pourraient fabriquer ce produit. Et c'est, comme par hasard, des fournisseurs qui travaillent aussi avec Apple. On parle de sociétés comme Luxshare, qui fabrique des iPhones et des AirPods. Aussi Guertech, qui fait des AirPods. Enfin voilà. Et il y a même des employés d'Apple qui auraient travaillé donc sur ces iPhones et ces iPods, qui auraient rejoint en fait l'équipe d'OpenAI pour fabriquer cet objet. Donc ces objets. Ça a l'air sérieux, non, Salim ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, ça va arriver. Après, sous quelle forme, je sais pas. Je pensais que tu attendais que tes lunettes te donnent la réponse. Oui, c'est ça. Il attendait que les lunettes donnent la réponse et il va parler après. C'est exactement ça, tu vois, j'attendais que mes lunettes me traduisent la question. La question. Non, alors c'est marrant parce qu'on parle souvent de cette histoire de form factor. Moi, je reste assez persuadé, si tu veux, que dans un premier temps, celui qui a fait le bon pari, c'est Mark Zuckerberg avec les lunettes. Et qu'à un moment, que ce soit Apple, que ce soit OpenAI, on sortira des lunettes. C'est quand tu regardes, tu mets tout bout à bout, c'est quand même le form factor qui est le plus intéressant parce qu'il combine à la fois la vision et la voix. Aujourd'hui, et on en a parlé, le PIN,
il manque quand même la partie visuelle. Donc ça veut dire qu'après, tu es obligé de projeter, c'est pas pratique. Oups. Ouais, c'est un peu chiant. Si tu n'as que l'audio, alors c'est bien si tu es non-voyant, mais il va te manquer aussi quelque chose. Donc, avoir ce truc-là, et tu sais, on avait beaucoup, on en parlait beaucoup tu vois, quand j'étais chez Google, c'est-à-dire qu'il y a un moment, finalement, on ressort toutes les anciennes recettes qu'il y avait il y a 10 ans. Hein, tu sais, les lunettes, c'était les Google Glass. Le device, où il parle d'enceintes connectées, potentiellement, c'est ce qu'on appelait les Google Home, les Alexa, remis au goût du jour. Et tout ça, quelque part, ça converge toujours vers essayer d'avoir l'interface la plus simple possible. Et justement, cette apparition des LLM, donc ces grands modèles de langage avec cette fluidité, va permettre de converser. Après, une fois encore, tu vois, la plupart des gens sont quand même encore plus visuels que texte. Donc, un truc où tu n'as pas d'écran, il y en aura sans doute. Parce que, Fred, de toute façon, cet objet, il aura un micro, un haut-parleur, okay, et peut-être un écran. On ne peut pas réinventer la roue tout le temps. Non, mais ça peut être soit un truc que tu accroches à ta veste ou à ta chemise, soit une paire de lunettes, comme tu le dis, soit quelque chose qui ressemble à un smartphone. Mais voilà, on n'est pas loin en tout cas. Mais on parle aussi d'une enceinte. Mais je pense que c'est ça. Aujourd'hui, les façons de communiquer, ça va être la vue, la voix, le geste. C'est ça. On a vu les lunettes avec un bracelet, alors ça faisait un device de plus, mais ça tourne autour de ça. Donc il faut que ce soit simple. Donc on ne veut plus naviguer derrière des applis. Avec l'IA, en plus, on apprend à parler directement en disant tiens, trouve-moi la meilleure. Plutôt que de dire je vais aux 8 rues machin, on lui dit trouve-moi le meilleur trajet pour aller à tel endroit. Enfin, on commence à parler plus simple. Et donc c'est ce qu'on va. Et on veut un objet auquel on va pouvoir parler comme un assistant. Alors après, quelle forme il aura? Effectivement, ce sera peut-être les trois. Et puis on choisira selon son usage. C'est peut-être des choses aussi logicielles qui vont être projetées dans la voiture, dans ton vélo. Enfin, tu vois, on peut imaginer ça aussi pour les gens dans... Mais quelle est la... Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tous OpenAI, on a tous ChatGPT sur son téléphone. Quelle serait la valeur ajoutée pour OpenAI de créer en fait un device conçu pour ChatGPT? Tu vas pas l'ouvrir. C'est ça que j'arrive pas trop à saisir. C'est de dire de changer de page avec le geste. Le geste, la vue, tu regardes quelque chose, ça va te donner... est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est les lunettes que tu aperçois? C'est celle-là que tu veux? Enfin, je ne vais pas prendre les lunettes parce qu'on est perturbé, mais tu es dans un magasin. Est-ce que c'est ce produit? Tu veux des informations sur ce produit? Tu vois, c'est anticiper un peu par le mouvement, par la vue, par la voix. Je pense que c'est... c'est ce que fait Apple, en fait. Ce que fait Apple avec le Vision Pro. Le Vision Pro, c'est ça. Voilà, mais tu as un gros casque sur la tête. Mais ce sera intéressant en tout cas de voir l'identité visuelle, le design qu'apportera OpenAI dessus, parce que pour l'instant, OpenAI, c'est une entreprise qui n'a pas d'identité. Qui n'a pas d'incarnation de produit d'incarnation. Et je pense que ce sera très intéressant sur comment... potentiellement, ça peut concurrencer / ringardiser un Apple qu'on connaît sur le design. Les lunettes Meta, en fait, on les adore parce que le design est quand même magnifique par rapport aux autres lunettes qui ont pu sortir. Donc, moi, j'attends vraiment ça. J'attends vraiment quelle sera la signature. D'où le coup de génie de s'associer à Jonathan Ive. Oui. Alors, il y a un coup de génie et un coup financier, mais ça, c'est un autre sujet. Ok, c'est un coup de génie. T'as raison, mais d'un autre côté, c'est un gars qui a marqué, grâce à son design, des produits iconiques. Alors, on parlait de bourse tout à l'heure. Alors, sans doute, il va sortir des super trucs, mais c'est pas parce qu'il l'a fait dans le passé qu'il va encore le faire. Certes. Mais c'est un mais il a un bon potentiel. Il a un bon potentiel. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Et pour répondre à ta question sur pourquoi un OpenAI, et tu en parles beaucoup d'Apple, pour moi, c'est assez clair finalement. C'est plus tu vas maîtriser la chaîne, plus tu peux faire un produit qui est magique en fait. T'as pas d'autres, tu vois, ils vont vraiment être de bout en bout. Oui, et il n'y aura pas d'OS qui ne leur appartient pas au milieu. Tu vois, regarde, typiquement, et moi je le vois au quotidien, aujourd'hui, tu vas avoir une IA méta dans tes lunettes. Okay, c'est tout intégré. La plupart du temps, je la désactive et je prends du OpenAI. Donc je vais faire du ChatGPT sur mes lunettes. Demain, si j'ai un intégré avec OpenAI dans les lunettes OpenAI intégrées à ChatGPT, forcément, ce sera moins clunky, ce sera plus simple à utiliser. Tu vois, aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que moi, je crois beaucoup dans cette association qui est visuelle et sonore, parce qu'aujourd'hui... Et gestuelle, parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart du temps, il y a plein de moments où je fais tout à la voix,
Et puis de temps en temps, tu as besoin quand même d'un écran. Donc là, tu vas aller sur ton portable. Mais à partir du moment où tu auras cette vision sur ton écran, tu as. Et demain, tu peux très bien te projeter. Je ne sais pas si vous voyez les lunettes X-Real, tu vois, où tu as carrément un grand écran façon Apple Vision Pro, mais toujours sur des lunettes qui ont un form factor intéressant. Mais je pense que c'est ça. Tu vois, tu demandais pour Jonathan Ive, mais est-ce qu'il a encore l'esprit créatif et tout ça? Mais il doit avoir tellement, à mon avis, il doit avoir beaucoup de choses qui étaient dans les cartons chez Apple, qui ne sont jamais sorties parce qu'on ne pouvait pas les miniaturiser suffisamment, parce que la batterie, etc. On ne pouvait pas, tout ce qu'il fallait faire tourner comme logiciel dessus, c'était compliqué. Pour lui parler, il fallait une interface, il fallait un clavier, il fallait une souris, il fallait un truc. Et là, tout d'un coup, il dit, mais attends, tu sais qu'on avait déjà réfléchi à un truc avec Steve sur je ne sais quoi, une bague, un machin. Et là, grâce à ChatGPT, grâce à tout ça, ça va être possible. La puissance, elle est déportée ailleurs dans le cloud. Hein. Avant, il fallait tout mettre sur le. Donc j'imagine, il a peut-être. C'est fascinant aussi quand même la relation Apple OpenAI, parce qu'on parlait des gens qui se font débaucher, on parlait des designs qui pourraient être inspirés, et aussi il y avait aussi ces discussions sur l'intégration de ChatGPT dans Siri. Donc est-ce que ça, ce sera toujours sur la table? Est-ce que le produit qui va être présenté va directement finalement concurrencer un ChatGPT qui aurait été dans Siri? Enfin, c'est vachement intéressant quand même, l'attaque assez frontale qui est faite. Et après, il faudra voir aussi dans les usages, tu sais, l'acceptation sociale. Parce que tu vois, tu parlais des lunettes. Je ne sais pas si toi, ça a cette réaction, mais moi, je les ai souvent aussi, c'est les lunettes Meta Ray-Ban. Et je commence à avoir, mais ça commence à être assez régulier, des gens qui me disent « Vous êtes en train de me filmer, là ». Comme ça, tu veux dire. On en a parlé. Oui, mais de plus en plus, tu vois, chose qu'on avait évidemment quand on avait les Google Glass, tout ça. Et là, je trouve que peu à peu, il y a pas mal de gens qui, tu vois, et là, il y a un côté acceptation sociale. Attention, quoi, de pas aller... C'est rigolo, parce que moi, je ressens l'inverse, tu vois. C'est qu'à l'époque des Google Glass, c'était carrément ça. Ouais. Aujourd'hui, les gens ont tellement l'habitude de se filmer eux-mêmes, d'être sur les réseaux. Je trouve que l'acceptation, elle est beaucoup plus simple aujourd'hui. Alors, je ne veux pas dire que c'est tout le monde. Je ne te dis pas que les gens me disent arrêtez de me filmer. Hein. Ils ne disent pas ça. Mais ils disent. Oui, en tout cas, ça les interpelle. Vous êtes en train de me filmer, là. Vous êtes en train de me. Non, mais pareil, moi, cet été, j'avais tout le temps mes Ray-Ban Meta. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Messieurs, dames, petite pause. Il est bientôt 20h. On revient dans 1 minute, toujours avec Claudia ce soir, Salim et Fred. Et on va revenir sur l'épisode TikTok. Visiblement, le dénouement est proche pour que les Américains aient leur propre TikTok. Quelques éléments de réponse dans un instant. Donc juste après ceci, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour de l'ActuTech et de ce débrief de l'ActuTech sur BFM Business et Tech & Co. Il est 20h01. Merci d'être là. Toujours Frédéric Simotel à mes côtés, journaliste à BFM Business. Claudia Cohen, journaliste à Bloomberg. Et Salim Nassur, fondateur de Mars. Messieurs, dames, on poursuit avec le feuilleton TikTok, si vous le voulez bien. Alors, c'est vrai que c'est un feuilleton qui dure depuis des mois, hein, qui mettra en fait la main sur TikTok aux États-Unis, et quels seront les détails de cet accord? Eh bien, il faut savoir qu'un compromis est en train d'être finalisé. Donald Trump promet que le réseau social sera désormais majoritairement détenu par des Américains. C'était la promesse de départ, en fait. Hein. C'est un rachat qui, d'ailleurs, se discute au plus haut niveau. Léa Benaïm nous explique les derniers rebondissements de cette histoire. La pression politique a fonctionné. TikTok aura désormais une version américaine avec un nouveau conseil d'administration composé de 7 membres, dont 6 Américains. Parmi les nouveaux propriétaires, on compte Larry Ellison, le cofondateur d'Oracle, qui continuera, comme il le fait déjà aujourd'hui, à héberger toutes les données des utilisateurs américains sur son cloud, mais surtout qui aura la lourde tâche de superviser l'algorithme. Oracle n'en sera pas le propriétaire, mais utilisera une copie, une version adaptée au marché américain qui sera sécurisée et exploitée aux États-Unis. À l'issue du deal, la maison mère de TikTok conservera moins de 20% des parts de la future entité américaine. Le reste sera réparti entre Oracle et d'autres poids lourds. Parmi eux figure aussi Michael Dell, le patron de Dell Technologies, ainsi que la famille Murdoch, propriétaire entre autres de Fox News. Voilà, le rachat donc de TikTok, en tout cas l'américanisation de TikTok version US
est en marche, parce qu'en fait, c'est pas un rachat TikTok, c'est le rachat de TikTok US, mais TikTok, la marque TikTok restera chinoise, elle appartient toujours à ByteDance, sauf qu'elle sera licenciée aux États-Unis et sera gérée par des Américains. C'est ça, Fred, hein? Oui, c'est ça. Et puis, on a entendu les noms. Hein. Alors, Larry Ellison... Larry Ellison, on le savait. Rupert Murdoch et son fils Lachlan, donc patron de News Corp, un grand patron de presse. Monsieur Dell. Michael Dell, oui, de Dell Technologies. Enfin, voilà, donc on a quand même une sorte, un peu la garde rapprochée aussi de médias et tech de Monsieur Donald. De Donald Trump. Alors après, c'est là où ce que disait Léa Benaïm dans son papier, c'est de dire, voilà, ils vont avoir une copie d'algorithme. Est-ce que c'est un algorithme un peu expurgé de certaines choses? Enfin, voilà, c'est tout ça qui est la nuance. Donc, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Au final, Donald Trump va dire, voilà, TikTok US, c'est nous qui maîtrisons. On va un peu étouffer tout ça, on ne saura pas trop comment ça marche, mais au moins la face sera... Il aura sauvé la face, en tout cas, Donald Trump. TikTok US continuera, parce que c'est quand même près de 170-180 millions d'utilisateurs aux États-Unis, donc on ne peut pas couper brutalement. Et puis voilà, il y aura les Américains qui auront leur mot à dire, Bah, franchement, c'est vrai, pour ce que disait Fred, et TikTok s'en sort quand même vachement bien, hein, parce que, rappelez-vous, TikTok... aujourd'hui, était censé être interdit aux États-Unis. Et alors, à chaque fois, il repoussait. Depuis le 10 janvier. Hein. Exactement. Ouais. Là, ça a été repoussé encore, je crois, au 16 décembre, 15 décembre, à chaque fois. Donc, si au final, TikTok reste aux États-Unis avec simplement voilà, un contrôle des Américains, c'est quand même une super bonne nouvelle pour TikTok. Et moi, je trouve très intéressant quand même qu'on cite le nom de Rupert Murdoch. D'abord, ça me fait assez rire parce qu'effectivement, c'est un peu la garde rapprochée de Trump. Ça fait un peu la liste de courses, il a appelé ses copains, tu peux mettre un peu d'argent. Et après, sur Rupert Murdoch, quand même, je trouve ça intéressant qu'un très grand patron de presse, de télévision, puisse avoir une brique quand même réseau social, parce qu'on n'a pas tellement, sauf si je me trompe, on n'a pas tellement cet aspect encore aux États-Unis ou dans d'autres pays de grands manias des médias qui a une brique dans finalement les médias 2.0 qui sont les réseaux sociaux. Donc ce sera intéressant, je pense, de voir si jamais ces investisseurs, au-delà de la symbolique et de l'argent, j'imagine quand même, qui va être mis sur la table, si jamais ce TikTok US pourra avoir d'autres fonctionnalités qui pourraient être notamment mis par les géants des médias, Rupert Murdoch. Oui, puis il l'aurait donné à un des GAFAM habituels. On aurait dit, ça y est, compétition face à Facebook. Il y a quand même Elon Musk qui est encore dans la course avec son i. Enfin voilà, c'est-à-dire que là, il privilégie aucun réseau social, aucune grosse boîte américaine. Il est déjà présent, il ne va pas mettre le bazar. Là, plus la release, Oracle hébergeait déjà. Donc ils sont dans la continuité. Donc voilà, donc je pensais que la face est sauve autour de tout ça. Salim. Plein de choses à dire sur le sujet, c'est compliqué. Déjà, Trump-Murdoch, c'est pas le grand amour autant que ça, hein, quand même. Mais il penche, c'est je t'aime non plus. Non, mais il vient de lui coller quand même 10 milliards de procès pour le Wall Street Journal. Ça appartient à Rupert Murdoch quand même. Oui, mais c'est pas une attaque personnelle, c'est Trump contre les médias globalement. C'est son journal, tu vois. Moi, je pense que Trump a dû appeler quand même Rupert Murdoch pour lui dire, justement concernant ce dérapage qu'il y avait eu sur le Wall Street Journal. Exactement. Mais je pense que si tu veux, Trump est toujours comme un peu avec Elon Musk, c'est du je t'aime moi non plus, donc c'est des jeux de pouvoir. De business. De business, exactement. Mais de business et de pouvoir aussi. C'est pour ça que je trouve que l'histoire est intéressante, parce qu'on se dit c'est bien pour TikTok. Alors après, si on fait un peu de politique fiction, je me dis à quel point, à un moment, il n'a pas sa petite idée derrière Trump, parce qu'en fait, tu as quand même un autre réseau social qui s'appelle Truth Social, qui est son réseau social. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas gratter les algorithmes pour les mettre de l'autre côté? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? On ne le sait pas, en fait. Donc comme ça, de façade, ça a l'air intéressant pour TikTok, intéressant pour sauver la face, mais est-ce qu'à un moment il y a un rapprochement? Est-ce qu'à un moment il y a je te récupère tes trucs? J'en sais rien en fait. Alors il y a deux choses intéressantes. C'est vrai, comment on copie comme un algorithme comme ça? Enfin, all copy, mais il est sous licence. Il va être sous licence américaine, mais en fait, à partir du moment où tu as les clés de cet algorithme, bah oui, c'est pour ça y est, c'est bon, tu vois. C'est ça. En gros, c'est leur filer une partie du code, je pense, puis ils regardent un peu, qu'ils regardent s'il n'y a pas des... Comme si moi je te donnais ma recette de pâte à la carbo.
mais on est d'accord. Hein, mais le jour où je te dis tu la fais plus, bah tu la fais plus. Si elle te plaît, tu continues à la faire. Tu vois oui, mais peut-être que tu vas me donner. Tu ne la donneras jamais. C'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, mais finalement, c'est ça. Oui, tu vas me donner ta recette de pâte à la carbo, mais tu vas pas me dire qu'il faut mettre la crème fraîche. Tu vas pas me dire exactement. Oh, tu mets 2 verres alors que il faut 130 minutes exactement. Tu vas pas le dire, mais à un moment tu faut cuire 7 minutes. Tu vas me dire oui, tu cuis le temps qu'il faut, que tu goûtes. Mais tu vas le voir là tout de suite, parce que si on fait toujours une analogie avec les carbos, tu vas te rendre compte qu'elles sont pas très bonnes. Et là, si effectivement l'algo n'est pas celui exactement qu'on a l'habitude d'avoir, aux États-Unis, ils vont s'en rendre compte tout de suite. Oui, mais la force on oublie juste le mercato. C'est l'efficacité de cet algo. C'est-à-dire qu'à un moment, si ton algo n'est pas exactement pareil, tu vas aller débaucher les bonnes personnes qui ont bossé dessus et tu vas les ramener chez toi. Tu vois, c'est pour ça que ce truc de TikTok devient plus ou moins sous le drapeau américain. Je ne sais pas ce que ça cache derrière, tu vois, mais il y a forcément quelque chose. Oui, mais si tu as un contrôle, c'est exactement ce dont on parle. C'est que tu as contrôle dessus. Mais c'est pour ça, quand il dit une copie, est-ce que c'est juste... C'est là où c'est pas clair. Et c'est là où moi, je le disais la semaine dernière, ils vont sauver la face comme ça. Il va dire, j'ai le contrôle de l'algorithme. En fait, il va dire aux autres, écoutez, dites trop rien. On va avoir accès à quelques API, machin. Les Chinois vont continuer à faire tourner, mais nous, il faut qu'on sauve la face. Vous aurez vous serez 6 administrateurs, vous aurez de l'info, de l'argent, du business, enfin des choses comme ça. Et puis voilà, et les Chinois doivent s'en sortir aussi en disant bon, on vous donne un peu quelques accès, mais on vous donne pas tout. Et à mon avis, ils n'ont pas donné comme ça le cœur de l'algorithme, les Chinois. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, pour rebondir sur ce que tu disais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le rapport qu'a eu Donald Trump à ce réseau social, parce qu'il y a eu plein d'études post-élection américaine qui ont montré que quand même TikTok avait été un des réseaux sociaux qui avait quand même bien servi à sa réélection aussi. Mais c'est clair. Il n'y avait pas eu en tout cas de biais contre les républicains et contre lui. Donc je pense que ça a peut-être participé aussi à la perception, l'évolution de la perception que Trump a là-dessus. Et ensuite, moi, très naïvement, en préparant le sujet, je me suis dit, si les US l'ont fait, est-ce qu'il y a un monde dans lequel on sait qu'en France, il y a une commission parlementaire qui a eu des conclusions très dures, voire inquiétantes contre TikTok sur la santé mentale, les données, etc. Est-ce que demain, l'Europe peut dire, nous aussi, on prend ce type d'initiative. Enfin, vous voyez, on aimerait bien, mais je pense qu'on n'a pas la même puissance. On n'a pas la même puissance. On dit ça, les Chinois vont dire, écoutez, ça continue, et puis si vous n'êtes pas content, arrêtez-le. De toute façon, nous... je pense que, tu vois... Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on n'a pas le même poids. On n'a pas la même puissance financière aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas le montant, en fait, de ce rachat. C'est pour ça que je dis... On sait que c'est plusieurs dizaines de milliards. Ce qu'il y a dedans. C'est plusieurs dizaines de milliards de dollars, mais on n'a pas le chiffre exact. Parce que pour l'instant, Pékin n'a pas dit qu'il y avait un deal. Pour l'instant, il y a juste Trump qui parle de ça. Il n'y a pas eu de deal. Après, les deux présidents vont se rencontrer Alors ça aussi, c'est intéressant. dans très quelques intéressant. Semaines. Comme tu disais, ça se règle au plus haut niveau de l'État. Mais pour l'instant, il n'y a pas de détails parce qu'en fait, peut-être que le deal n'est pas fait non plus. Et puis derrière tout ça, aussi. En fait, et puis TikTok, c'est la cerise sur le gâteau, parce que je vous dis pas, derrière les deals qu'il y a sur les droits de douane, il y a plein de choses. TikTok, c'est un peu, comment dire, vous arrivez à une soirée et tu sais, tu as fait une petite cagnotte litchi, là, tu te fais un petit truc, quoi. Voilà, c'est tout. Mais en fait, on est tous là et on n'est pas pour le cadeau. En fait, on est pour quelque chose de plus important. Et je pense que TikTok, c'est vraiment le petit cadeau de la mariée comme ça, quoi. Mais derrière, il y a des deals qui sont négociés, justement, notamment sur les droits de douane, qui... On verra bien. Oui, certainement. Oui, et donc, Donald Trump qui pourrait rencontrer Xi Jinping. Oui. Et j'ai même lu Kim Jong-un, le président nord-coréen. Il l'a déjà rencontré. Oui, il l'a rencontré une fois. Il pourrait le rencontrer une deuxième fois. Mais juste, tu parlais du rapport de TikTok, enfin, de Trump à TikTok. Et il faut quand même se rappeler que Trump 1, il voulait vraiment interdire parce que, et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais il s'était, moi ça m'a fait marrer, il s'était pris un stade vide, parce qu'en fait il y avait des gens qui avaient annoncé qu'en fait c'était sold out, donc en fait personne n'est allé dans son stade, et ça c'était à cause de TikTok. Il avait quand même gardé cette amertume, mais en même temps je pense que c'est là où il a compris que le réseau était hyper puissant. Donc effectivement après, on l'a vu avec Twitter, on l'a vu avec TikTok dans les dernières élections présidentielles américaines, ça a un vrai impact. Donc pouvoir aujourd'hui jouer à la fois sur du TikTok, sur du Truth Social, et anciennement sur X Twitter, même s'ils sont plus très amis avec Elon Musk, ça assure quand même pas mal de voix
tout ce que tu veux faire. Et la petite anecdote marrante, le Wall Street Journal dit que le président Donald Trump prendrait une commission si jamais ça se faisait de commission d'apporteurs d'affaires. Donc, quand même, c'est le Wall Street Journal qui a écrit ça, qui sont toujours très bien informés, mais c'est pas des informations qui sont... on le saura de toute façon quand ça se fera, mais en tout cas, c'est quand même dingue, quoi. C'est quand même dingue, il part pas le Nord. Alors, est-ce que c'est pour lui, ou est-ce que c'est... Parce que j'ai cru comprendre cette histoire-là, mais je crois que c'est pour... En fait, ça serait comme de l'argent qui irait à l'État. À l'État américain, oui. Mais c'est pas pour lui, c'est pas perso. Non, c'est pas pour... L'administration Trump a joué le rôle d'apporteur d'affaires. Oui, c'est ça. On rémunère. En fait, ça fait penser un peu à Intel. On vous a aidé, on vous a donné 10 milliards d'aides, ben on veut 10%. C'est la France qui va vendre des Rafales à l'Inde, qui aide Dassault Systèmes à vendre des Rafales à l'Inde, puis après la France récupère sur les 60 milliards. Allez, donnez-moi 10%. Dis-moi 10%, parce que c'est moi qui ai négocié le truc. Oui, c'est moi, vous pouvez me remercier quand même. Oui, mais c'est quand même mieux que ce soit public plutôt qu'à l'époque où il y avait des valises qui se travaillaient. Il y a peut-être des valises avec des frégates, avec des choses, tu vois. Donc, certes. Bon. Au moins, là, c'est plutôt rendu public. On revient en Europe, les amis, avec des propos de Bruno Le Maire. Vous savez que Bruno Le Maire, ex-ministre de l'économie, maintenant fait partie des conseillers d'ASML, notre pépite de la tech européenne, qui, rappelons-le, fabrique ces grosses machines qui pressent en fait les processeurs. C'est un savoir-faire incroyable. ASML, aujourd'hui, est présente par coup de billard, on va dire, par ricochet, dans tous les produits high-tech aujourd'hui. C'est dingue. Et ASML, on l'a annoncé la semaine dernière, Fred. Oui. ASML investit 1,3 milliard dans Mistral. Et c'est intéressant parce que nos confrères de l'usine digitale ont eu en exclusivité une interview de Bruno Le Maire qui explique pourquoi, justement, ASML investit 1,3 milliard dans Mistral. Voilà, donc il explique justement qu'il faut... il connaît bien évidemment Mistral, puisqu'en tant que ministre de l'économie à l'époque, il a suivi ça de près. Et puis lui, ce qu'il voit dans tout cela, c'est essayer de créer... Ça fait un moment, on avait déjà parlé de Bruno Le Maire il y a quelques mois, quand il venait d'arriver en tant que conseiller stratégique d'ASML, où il disait qu'il faut qu'on ait une vraie puissance de production, mais pas que de production, de R&D en Europe. Et donc là, c'est surtout la R&D. Il dit la production, on va y arriver petit à petit, mais c'est compliqué. La R&D, il faut vraiment qu'on ait ça. Donc le fait que Mistral se rapproche, enfin que ASML et Mistral se rapprochent l'un de l'autre, les ingénieurs d'ASML vont travailler sur des LLM de Mistral. De l'autre côté, Mistral va aussi apprendre d'un fabricant de processeurs. Donc là, il y a ce côté intelligent. Et puis derrière, ce que dit Bruno Le Maire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit il faut qu'on arrête de se tirer des balles dans le pied. Enfin, entre Européens, on sait la bataille qu'il y avait eu pour que Intel vienne s'installer en Europe. Tout le monde dit venez chez moi, les Allemands, venez chez moi, je vais vous faire remise sur vos impôts. Non, venez chez moi, remise sur les impôts. Enfin voilà, il y a eu une telle bataille et on a bien vu que ça n'a pas marché parce qu'au final, Intel pour d'autres histoires, ils sont pas venus. Et en gros, ce que dit Bruno Le Maire, dit on est 4-5 pays. Allez, il dit la France, l'Allemagne, Pays-Bas, Italie, la Belgique, à être plutôt fort dans ce domaine. L'Italie, évidemment, par rapport à ST Micro, Pays-Bas avec ASML, la France, l'Allemagne avec leur capacité industrielle, et de dire, voilà, il faudrait qu'on s'entende tous les 5. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, très, très rapidement, qu'on se libère un peu d'un cadre réglementaire, ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour installer une usine, mais c'est l'enfer, quoi, pour trouver, avoir les autorisations, être à tant de kilomètres. Alors, il faut respecter les choses écologiques, etc. Il n'est pas question de passer outre, mais c'est tellement compliqué, il faut simplifier ça, il faut que ça aille beaucoup plus vite. Et puis lui dit, voilà, il faut vraiment avoir cette stratégie de coopération entre nous, plutôt que essayer de nous tirer une balle. Et là, ASML, Mistral, ça montre déjà, c'est le open, enfin, à un autre niveau, c'est l'OpenAI et NVIDIA. Voilà, c'est une grosse alliance. Là, pour nous, c'est une grosse alliance en Europe. Et derrière, voilà, on a une locomotive qui commence à se mettre en place. Maintenant, venez accrocher vos wagons derrière. Claudia ?
Oui, comme disait Fred, il dit qu'il faut essayer de faire venir des labos de recherche, des gros producteurs comme ici TSMC dans l'interview par exemple. Et après, c'est vrai que moi j'étais assez étonnée. Après voilà, c'est son nouveau rôle de la charge qu'il porte contre ce qu'il appelle, sans se cacher, la technocratie à Bruxelles. J'ai trouvé quand même ça m'a étonné parce que la parole politique était il y a pas très longtemps. Donc ça m'a étonné un peu juste ce positionnement. Il se lâche là. Il se lâche, mais tant mieux. Après, c'est son nouveau rôle. Et après, effectivement, on en parle toujours beaucoup dans ton émission sur la nécessité pour l'Europe peut-être d'identifier de façon très claire les 3-4 gros secteurs sur lesquels vraiment mettre de l'argent et surtout avoir tous ces exemptions, ces assouplissements réglementaires. Mais malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais j'ai envie de dire que quand même ces derniers mois, c'est pas ce qu'on voit. Et tout à l'heure, on parlait aussi de la force financière que peuvent avoir les Américains. Si on parle une seconde finance, il y a la force financière des Américains, c'est aussi les immenses gestionnaires d'actifs américains. Et en Europe, les quelques initiatives qu'on voit de rapprochement, pour ne pas les citer, mais par exemple un gros gestionnaire d'actifs français avec un gros gestionnaire d'actifs italien, ça bloque au niveau gouvernemental. Donc au niveau européen, la volonté, elle est là clairement. Mais ensuite, il faut le go des États. Et malheureusement, les gouvernements aujourd'hui ne sont pas prêts à ça. Donc je ne vois pas comment, en fait, à part avoir quelques victoires à droite à gauche, et il y en a, hein, évidemment, mais sur une vraie stratégie. La jurisprudence Notre-Dame, quoi. Enfin, tu vois, Notre-Dame, tu parles toujours de Notre-Dame. C'est un peu franco-français. Écoute, ils ont aboli plein de choses. Il n'y a pas eu d'appel d'offres public pour plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Excuse-moi, Frédéric, tu sais que je suis souvent d'accord avec toi, mais Notre-Dame, c'est un cas qui est spécifique et qui, pour moi, n'a rien à voir avec ça. Pourquoi ? Parce que, comme tu dis, c'est un cadre franco-français. Et déjà, on se dit qu'on est content d'avoir fait un truc simple en France. Européen, là, on parle dans un cadre européen, c'est hautement plus compliqué. Deuxièmement, on parle de corps de métier qu'on avait en France, et là, on parle de nouvelles technologies qu'on n'a pas, tu vois. Et même si on a SML, on a un Mistral, mais il manque quand même la courroie du centre qui est... T'as pas les GPU. Donc, au final, tu es quand même eu. Donc, tu vois, moi, ce que tu dis, Chloé, quand tu dis... je veux pas être Claudia, pardon, excuse-moi. Claudia, quand tu dis... Chloé, c'est sympa aussi. Mais bon, c'est Claudia. Voilà, okay. C'est sympa, Chloé. Okay. Et, non, mais quand tu dis, je veux pas être pessimiste, et moi, tu vois, quand je dis ça, on me dit, ouais, c'est un peu pessimiste. Je pense que t'es pas pessimiste, je pense que c'est du réalisme. Donc, il y a un moment... On a vu toutes les technologies et toutes les révolutions se passer en France, en Europe, depuis le début d'Internet, depuis le début de l'informatique, avec les bulles, etc. Il y a un moment, il faut qu'on commence à avoir un discours de réalisme et se dire, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses contre lesquelles on peut lutter, il y a des choses qu'on ne peut pas lutter. Et donc, quand on ne peut pas lutter, c'est au lieu de mettre autant d'énergie et d'argent dans un truc que tu ne peux pas lutter, c'est de te dire comment je fais pour avoir des zones de contournement et pour justement pouvoir avancer quand même. Et ça, c'est tu vois, moi, tu sais bien, je discute avec beaucoup d'entreprises et de dirigeants, et je leur dis, il y a un moment, soit en effet, tu vas te dire, je suis cocorico et je vais y aller, la fleur au fusil, et peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, ou parfois, tu dois avoir un discours de réalisme et te dire, ben voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour mon entreprise, pour mes salariés, éventuellement pour le pays, et choisir ses batailles. Et je pense que parfois, on ne fait pas les bonnes batailles. Après, Bruno Le Maire pousse ça, je pense que c'est très bien que ASML investisse dans Mistral, c'est très bien, mais il nous manque quand même encore beaucoup de choses, et moi, j'ai aucun espoir, sans être pessimiste, que c'est ça qui va changer la donne, c'est bien. Et après, là où je te rejoins aussi, le mélange, je suis ministre un jour et de l'autre côté, je passe dans le privé. On l'a déjà vu avec Cédric O. Je suis pas super fan, mais bon, ça c'est un autre sujet. Non, mais pour revenir sur quand je prenais l'exemple de Notre-Dame, évidemment, c'était un exemple franco-français. Mais qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des financements, on l'a tout oublié. On a eu des milliardaires qui sont venus mettre des centaines de millions. On n'est pas venu les ennuyer en disant oui, voilà, alors il faut passer par tel process pour le faire. Là, tu vois, c'est ça, c'est ouvrir largement ça. Pas forcément le faire. Alors, il y a d'autres secteurs qui vont tout de suite dire « Ah ben, vous faites ça pour la filière tech, vous ne faites pas pour la filière bois et pour la... » Non, il faut leur dire « Écoutez, là, il y a un vrai... » Parce qu'aux États-Unis, on n'entend pas ça. On pourrait entendre, hein, quand on dit, on voit ce qui est fait pour... ils récupèrent de l'argent d'Intel, enfin, ils investissent... Les États-Unis
ont aidé par des subventions Intel, puis au final, ils disent finalement, les actions, c'est pour nous. Tu vois, il y a d'autres filières qui pourraient dire tiens, pourquoi vous nous aidez pas autant? Et je pense que là, sur la tech, alors je suis d'accord, il faut choisir ce combat, mais là, on a quand même un ASML, on a un Mistral, on a des ST Micro, on a des Global Foundry, on a quelques entreprises, alors peut-être qu'on n'a pas de GPU, mais il y a peut-être des choses à faire, choisir certes ces combats, mais il y a peut-être des choses à faire dans le domaine des semi-conducteurs. Moi, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Alors on n'investira pas 100 milliards, etc. Mais voilà, si on ouvrait un peu plus, si on abolissait un peu certaines règles, alors il dit on est coincé dans une technocratie, tu vois, faire venir des financements. Oui, peut-être que s'il y a des financements américains qui diraient, Nvidia dirait, écoutez, moi, 100 milliards, les 100 milliards, je vais venir les mettre en Europe aussi, parce que finalement, c'est assez... Comme un peu sur le secteur de la défense ces derniers mois, il y a quand même quelques barrières qui étaient un peu différentes, mais qui étaient des barrières sur l'ESG, etc., qui sont tombées parce qu'il y a eu un message politique qui s'est allié avec le message pré. C'est peut-être ça aussi la clé. Et après, est-ce que l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie peut-être qui est un peu trop complexe pour la porter dans la parole politique? Est-ce que c'est assez grand public pour sensibiliser les gens à ça? Moi, je trouve que c'est quand même une des questions. Aussi. En tout cas, moi, si je trouve un grand avantage à Trump, c'est qu'il a permis de enfin se poser les vraies questions de qu'est-ce que c'est l'Europe. Tu vois, on l'a vu dans la défense, il y a un réarmement qui se fait. On le voit aujourd'hui sur la partie tech. Et il était temps qu'on se dise, OK, toute cette Europe qu'on essaie de monter depuis longtemps, bien sûr. Ça n'avait pas tellement de sens. Le fait de se retrouver un peu isolé nous oblige. Comme la Chine. Et puis sauf qu'au lieu d'avoir une coopération entre tous les États membres, il y a une compétition. Oui. Et ça pose problème. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Il dit qu'il faut qu'on passe d'une logique de compétition à une logique de coopération. Voilà. Mais et là, je pense que c'est là où nous, on a choisi une Europe où on élargissait plutôt qu'aller en profondeur. Une Europe à 27 plutôt qu'une Europe à 5-6 et aller en profondeur. Peut-être que pour la tech, il faut une Europe en profondeur, prendre les 5-6 pays qu'il a cités et dire écoutez, voilà, après les autres, vous venez, mais en tout cas, vous acceptez nos règles et on y va. Et puis, on leur dit, là, l'enjeu est trop important. Alors, comme tu dis, comme je disais tout à l'heure, on va avoir d'autres filières qui vont dire pourquoi pas nous, vous n'aidez pas. On dit écoutez, là, on part sur des trucs d'avenir, il faut qu'on bouge. Nous aussi, on va bouger un petit peu. Allons bon. Voilà. Mais vous ne bougez pas, parce que nous, on peut bouger, mais vous restez là. Parce qu'on revient dans un instant, juste après cette petite pause. On a encore quelques minutes à passer ensemble pour commenter l'actu, toujours avec Salim Nassur, Claudia Cohen et Frédéric Simotel. Merci d'être là, 20h25 sur BFM Business. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci de nous être fidèles. Chaque soir, du lundi au jeudi, on est là, 19h30, 21h. Avec ce soir, pour débriefer l'actu, les amis, Claudia Cohen qui est là, journaliste chez Bloomberg, Salim Nassur, fondateur de Mars, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Et je vous invite maintenant à réagir sur encore une décision qu'a prise cette semaine Donald Trump. Travailler dans le secteur technologique aux États-Unis quand on est étranger va devenir de plus en plus compliqué. Pour freiner justement l'arrivée des étrangers dans le secteur, Donald Trump impose donc un visa à $100 000 et conséquence, les valeurs de la tech indienne dégringolent. Les investisseurs craignent que le pays fasse les frais de cette politique protectionniste de Trump. On écoute les explications d'Erwan Morris. C'est à l'une des plus grandes forces de l'économie indienne que s'attaque le président américain, son secteur technologique qui pèse pour $280 milliards et qui utilise largement ce programme pour envoyer du personnel travailler aux États-Unis. 7 titulaires sur 10 du visa H1B sont indiens. Wipro, Infosys ou HCL qui fournissent des services informatiques aux entreprises américaines sont particulièrement touchés et vont devoir réfléchir à augmenter leurs tarifs pour rester compétitifs étant donné le prix des visas ou bien développer de nouveaux marchés. Exercice périlleux alors que la tech indienne est en pleine turbulence. L'indice phare, le Nifty IT, a perdu 15% de sa valeur depuis le début de l'année. En tout cas, rien de tel pour exacerber les tensions entre New Delhi et Washington, Trump ayant déjà imposé des droits de douane de 50% sur les produits indiens. Les entreprises indiennes caressent encore l'espoir que cette mesure soit stoppée par la justice américaine. Cette nouvelle règle, si elle entre en vigueur, ne devrait pas s'appliquer avant le mois de février. Voilà, $100 000, donc le visa étranger, c'est un visa qui a un nom un peu particulier, c'est le H1B.
c'est ça. Hein. Qui est bien connu de tous ceux qui travaillent dans la tech. Qui a fait la richesse technologique aussi américaine, finalement. Parce que, alors on parle des Indiens, mais il n'y a pas que des Indiens qui bénéficient de ce visa. En 2003, tu avais 32% de visas H1B qui travaillent dans la tech, alors Silicon Valley, enfin globalement, voilà, sur les États-Unis. Et là, sur les 5 dernières années, tu dis en 2003 il y avait 32% de H1B en 2003. Et depuis 5 ans, on est en moyenne à 65% de gens qui travaillent dans la tech. Hein. Tu n'as que 35% de Américains natifs et tout le reste, ce sont... Si vous avez le temps, je vous raconterai une anecdote. En gros, pour qu'on comprenne bien, Trump dit il y a trop de visas H1B qui sont donnés et que ça ne donne pas l'opportunité à des travailleurs américains. On revient à ce protectionnisme qui est régi par Donald Trump. Il dit faisons travailler d'abord les Américains au lieu de faire venir des étrangers qui piquent en fait les jobs des Américains. Dont 3/4 qui sont des Indiens. Et le reste des Chinois, il y a des Chinois, il y a des Français, bien sûr. Mais 3/4 c'est des Indiens. Ouais. Donc en gros, à partir de février prochain, un Google, un Microsoft, un OpenAI veut embaucher un ingénieur talentueux étranger, ils seront obligés de donner $100,000 par an pour bénéficier, pour avoir ce visa. Au lieu de 10 000. Voilà. Au lieu de 10 000. Et sachant qu'Amazon, c'est 10 000 personnes qui font travailler en H1B, et en moyenne, les autres, c'est entre 5 et 8 000 personnes, enfin les grands acteurs. Donc, ça fait du monde. On calcule, on multiplie par 100 000. L'année dernière, tu avais 400 000 de ces visas qui ont été octroyés, dont les renouvellements de visas, parce qu'en fait, c'est un visa de 3 ans que tu peux renouveler une fois 3 ans, donc pour donner un ordre de grandeur. Et au bout de 6 ans, qu'est-ce qui se passe ? Tu es obligé de retourner Soit tu retournes, soit tu peux avoir, je crois, un autre type de... Oui, tu peux peut-être prétendre à être... voilà. Après, si tu réussis à montrer que ton métier est suffisamment important pour que tu restes dans la société, que tu ne prends pas justement le métier de quelqu'un d'autre, tu peux avoir justement la carte verte. Enfin, après, il y a tout Mais moi, je trouve que ça pose quand même... alors, évidemment, comme tu le disais, c'est toujours dans cette idée de favoriser l'embauche des travailleurs américains sur des emplois quand même très qualifiés, parce que là, on parle d'emplois assez qualifiés. Et ensuite, moi, je trouve que ça pose 2 questions. Ça pose la question quand même, si vous êtes jeune ou moins jeune et que vous allez faire vos études aux États-Unis, que vous payez une fortune. C'est-à-dire, est-ce que ça pose pas une question sur qu'est-ce que ça vaut finalement les études aux États-Unis, si jamais derrière c'est impossible en fait d'avoir ce visa, parce qu'il y a plein d'entreprises, Amazon, etc., les géants qui ont dit publiquement que pour elles, ce serait impossible d'être sur le rythme d'embauche d'étrangers si jamais effectivement il y avait ce visa à 100 000. Et ensuite, je pense que pour certaines entreprises, que ce soit les secteurs de la tech, mais aussi le secteur financier, qui est très dépendant de ce visa, il va y avoir une question de est-ce qu'on ne met pas des centres de recherche ? Est-ce que les activités offshore qu'on avait, qui étaient déjà développées dans certains pays, dont l'Inde, aussi avait des centres de recherche à Londres ou au Canada. Au lieu d'être embauchés sur le sol américain, ils seront peut-être dans leur pays d'origine. Oui, parce qu'en fait, il y a certaines activités. Alors, il y a des activités plus ou moins stratégiques quand même dans la tech, et il y a certains centres en fait que tu peux mettre ailleurs qu'aux États-Unis. Donc à moyen terme, même si là la nouvelle c'est panique à bord, à moyen terme, est-ce que ça pourrait profiter à d'autres pays? Mais après, moi, il y a un truc que je comprends pas trop, Salim. Quand on écoute ce que dit Donald Trump, il dit parce que, en fait, il y a eu des abus concernant ce visa H1B, et il faut faire revenir les travailleurs américains. Mais toutes ces boîtes américaines, je pense qu'elles privilégient quand même le recrutement aux États-Unis. Non, c'est pas Non, mais on va dire que s'il y a un talent américain, ils vont pas le mettre de côté pour préférer prendre un talent étranger. C'est ça que je veux dire, c'est que si un Google ou un Microsoft va chercher ses talents ailleurs, c'est qu'ils ont peut-être pas trouvé ce qu'ils voulaient sur le territoire américain d'ores et déjà. Pénurie de talent déjà. En fait, voilà, ou pénurie de talent ou de formation, tout simplement. C'est pas que ça, je pense, mais enfin, ça n'engage que moi. Vas-y, Salim. Moi, je pense que, alors, si je veux me marrer, je dirais que Trump m'a jamais autant fait penser à un cow-boy, parce qu'en fait, si on revoit 2 siècles auparavant, les Américains essayaient de chasser les Indiens, c'était pas les mêmes, et lui, il s'est mis dans la tête de chasser les Indiens. L'anecdote que je voulais vous raconter, c'est quand j'étais chez Google Cloud, mon grand patron, il s'appelait, bon bref, je ne sais pas son nom, mais il était indien, et à un moment, je lui dis, c'est marrant, il n'y a pas assez de diversité côté Google Cloud, et il me dit, t'as raison, il n'y a pas assez d'Indiens.
Parce que quand tu regardes, ils sont plus d'1 milliard dans le monde et ils se disent finalement, la représentativité n'est pas importante. Donc en fait, il faut voir deux choses. Si tu prends au niveau des États-Unis, la population indienne, c'est 1 ou 2%, c'est pas beaucoup. Quand tu reviens dans la tech, et notamment dans la partie tech, et encore plus chez Google que je connaissais plutôt bien, il y a beaucoup d'Indiens. Donc le ratio que tu donnes, sur les 400 000 visas, il y en a effectivement les 3/4 qui sont indiens. Combien de grands patrons de boîtes américaines sont indiens? Déjà, Darlancha, Satya Nadella. Voilà, déjà, tu commences. Et puis tous ceux qui sont numéro 2, numéro 3. C'était là où je voulais venir. C'est-à-dire qu'à un moment, là, je ne comprends pas trop ce que fait un Trump, parce que ça veut dire que là, sur un temps donné, on a parlé des grands patrons, donc c'est des grands patrons qui sont d'origine indienne, ça va être compliqué, mais surtout, les talents, en fait, il y a quelques talents américains, mais il y a beaucoup plus de talents aussi bien chinois qu'indiens déjà en nombre. Et après, c'est là où on n'en parle jamais, c'est au niveau de l'intensité de travail. Quand tu es occidental, tu as un rythme de travail qui est bien moindre qu'un Indien ou qu'un Chinois. Tu vois, et là, je reviens de Chine, je peux te dire que les gars, non seulement ils bossent beaucoup plus, ils ont une recherche de l'excellence qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Et donc, quand tu mets le nombre, plus en plus cette pugnacité, cette capacité de travail, si tu enlèves ça des boîtes tech, ça va être intéressant de voir où va être l'innovation. Petite précision, en fait, il se trouve que là où Donald Trump n'a pas tout à fait tort, c'est que si une boîte américaine fait venir un Indien, par exemple, avec ce visa H1B, il va le payer en moyenne 36% moins cher qu'un on va dire, un employé américain à compétences égales. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, mais regarde, c'est pas... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc en fait, et c'est ce que reproche aussi Trump, c'est le fait de dire, ben voilà, toutes ces boîtes-là font venir des talents étrangers qui vont payer moins cher que des Américains. Parce qu'ils sont prêts à accepter, parce qu'ils sont prêts à accepter ces salaires-là, parce qu'ils ont envie de travailler pour des gens américains, d'avoir cette expérience. Mais, alors je ne veux pas prendre parti, mais on peut comprendre aussi d'un côté le point de vue de Trump en se disant... Oui, mais il est très court-termiste en fait. En fait, c'est là où je comprends. Il y a deux exemples, si tu veux, pour aider les auditeurs à comprendre. C'est qu'un, si tu reprends à un moment ce qu'avait dit Tim Cook, le patron d'Apple. Je me souviens, une fois, il y a un journaliste qui lui dit « Ah, mais en fait, vous continuez à délocaliser en Chine parce que c'est moins cher. Et pourquoi vous ne produisez pas aux États-Unis » Il dit non. Et Tim Cook, il dit, mais en fait, tu es resté dans la Chine d'avant. Hein. Ouais, pas parce que c'est moins cher, c'est parce qu'ils sont plus compétents. Ils sont meilleurs. Ouais, en tooling, justement, sur du truc de précision, ils sont meilleurs. Et en fait, si tu veux, l'autre exemple, c'est avec LVMH qu'on connaît bien. Ils ont voulu implanter une usine aux États-Unis. Ils ont eu des retours sur leur sac, ils ont dû mettre à la poubelle parce que le travail est moins bien fait. Donc aujourd'hui, se dire que parce que je vais bloquer les Indiens, les Chinois, les étrangers des États-Unis, et par hasard, les Américains vont être meilleurs, moi, j'y crois pas. Tu vois, et encore une fois, tu vois, regarde, alors, pardon de parler de mes affaires personnelles, mais mon fils qui vient de faire 1 an à Los Angeles, là, je l'ai amené à Hong Kong. Première chose que le dean de l'université de là-bas, c'est, attendez, aux États-Unis, c'était cool, les mecs. Ici, les mecs, ils bossent. Et c'est vrai, tu vois, il leur a dit, mais préparez-vous à avoir des notes moins fortes, parce que là-bas, les mecs qui bossent là-bas, c'est les vacances. Donc, tu peux enlever tous les étrangers, les immigrés que tu veux, ça ne fera pas un Américain beaucoup plus fort que quelqu'un qui vient d'Asie. Ça prendra du temps. Non, ce qu'on peut peut-être reprocher à ces boîtes américaines, c'est de payer moins, en fait, ces ingénieurs qui viennent de l'étranger, finalement. C'est ça, en fait. Parce que effectivement, l'ingénieur américain va être en quelque sorte lésé ils les recrutent aussi beaucoup plus vite. Enfin, les délais de recrutement sont beaucoup plus. Je lisais un article qui disait que recruter un Américain, ça prend un peu plus de. Enfin, un Américain natif, ça prend beaucoup plus de temps que justement ces visas H1B où une fois qu'il a le visa, hop, il est vite recruté, alors que parfois, voilà, ça. Et ça va être intéressant de voir justement comment... Je pense que vraiment, à terme, ça va avoir un vrai impact sur l'innovation. Et le pire, ça ne va même pas nous bénéficier en Europe, parce que nous, on a tellement de contraintes administratives, fiscales. On ne les fait pas rêver par l'état de nos finances, par notre incertitude, tout ce que l'on veut. Nous, on prépare quelque chose où en fait... ce qu'on a vu ces derniers mois aux États-Unis, ce sont des boîtes européennes qui s'autocensurent en s'interdisant de recruter des salariés européens. C'est-à-dire qu'avant, des géants, que ce soit dans la finance, dans le luxe ou autre, alors que ce n'est pas sur la table, mais pour se dire...
pour se faire un peu mieux voir par Trump et dans nos quotas de fin d'année, on va peut-être moins faire venir les personnes qu'on faisait venir de France et d'autres pays aux États-Unis et qui font maintenant un peu une prime à l'embauche américaine. Donc là, ce qu'on voit, je pense que ça va accélérer un mouvement de fond qui avait déjà un peu commencé. Clairement. Et bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, c'était top ce débrief. 20h40. Merci beaucoup à Salim Nassur, fondateur de Mars. À très vite, Salim. À très vite. Je me libère. Et retrouvez d'ailleurs plein d'émissions qu'a réalisé Salim sur le site de BFM. On va essayer de continuer. Mais... Sur l'IA, très intéressant. À retrouver, les replays sont disponibles sur BFM Business. Merci à Claudia Cohen, que vous pouvez lire chez Bloomberg. Merci. Et à très vite, Claudia. Tu es toujours la bienvenue. Fred. Oui, parce que demain on sera tous les deux, mais dans des émissions séparées à la BPI, enfin à l'événement Big, organisé par la BPI. À l'Accor Arena, Paris-Bercy, pour une émission avec de super invités, de super sujets. On vous réserve plein de surprises. Et vous restez avec nous dans un instant, la suite de ce Tech & Co avec notamment Léa Benyaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne Tech Flash. Voilà, 20h41, le retour de Tech & Co sur BFM Business. Et il est temps de retrouver le Tech Flash. Ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce lundi, c'est avec Léa Benyaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI, un partenariat historique pour construire des énormes data centers d'une puissance de 10 gigawatts. C'est l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. De son côté, OpenAI s'engage à utiliser des puces Nvidia pour répondre à ces immenses besoins en puissance de calcul. Et puis toujours dans l'actualité d'OpenAI, l'entreprise s'apprête à présenter ses premiers objets connectés boostés à l'IA. Parmi eux, un haut-parleur, des lunettes, un enregistreur vocal et un accessoire portable sous forme de badge. Sam Altman est épaulé dans ce projet par Johnny Ive, l'ancien patron du design d'Apple. Leur commercialisation est prévue d'ici fin 2026, voire début 2027. Également dans l'actualité, Léa, Donald Trump a dévoilé les premiers noms des nouveaux propriétaires de TikTok. Et oui, parmi eux, Michael Dell, le patron de Dell Technologies, la famille Murdoch, propriétaire entre autres de Fox News, mais aussi Larry Ellison, le cofondateur d'Oracle, qui continuera, comme il le fait déjà aujourd'hui, à héberger toutes les données des utilisateurs américains sur son cloud, mais surtout qui aura la lourde tâche de superviser l'algorithme. Et puis un nouveau procès s'ouvre aujourd'hui à Seattle avec Amazon sur le banc des accusés. Le géant du e-commerce est poursuivi pour avoir, selon la justice, obligé des millions d'utilisateurs à s'abonner à son service payant Prime, mais aussi d'avoir rendu quasiment impossible sa résiliation. Parmi les sanctions, Amazon risque ici de devoir modifier les règles de son abonnement, mais aussi de devoir dédommager des consommateurs. Et puis un autre géant appelé à la barre aujourd'hui, c'est Google. Le gouvernement américain accuse l'entreprise d'avoir maintenu illégalement sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne et ce au détriment de la concurrence. Le gouvernement américain réclame le démantèlement de sa plateforme publicitaire, mais Google, de son côté, affirme que cette mesure serait excessive et techniquement irréalisable. Et enfin, je vous propose un petit retour en arrière parce que début septembre s'est tenu en Allemagne l'IFA, le grand rendez-vous européen de l'électronique grand public. Melinda Darensoulas était sur place pour une émission spéciale dédiée à ce salon, une émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne Tech & Co, sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et on écoute tout de suite ensemble un extrait. On l'a dit, l'une des forces du salon, c'est évidemment la maison connectée, l'équipement qui devient intelligent grâce en grande partie à l'intelligence artificielle. Et puis, c'est aussi un mélange d'innovation et de technologie, comme par exemple ce lave-linge Candy qui permet d'avoir 3 zones de lavage séparées. 1 kg pour les petits, 10,5 kg pour le grand. Vous choisissez votre quantité de linge à laver quand vous voulez. Et puis, évidemment, avec le programme que vous voulez. C'est ça aussi la technologie. Une maison qui devient intelligente avec des appareils qui peuvent tous communiquer entre eux pour vous faire des économies et vous simplifier la vie. On en a discuté avec Samsung. On parle beaucoup d'IA chez Samsung, on parle beaucoup d'IA dans l'électroménager. Aujourd'hui, on est encore du domaine du gadget ou il y a un vrai intérêt? Ah non, c'est pas du tout du domaine du gadget. Aujourd'hui, on rend le futur concret et présent dans le quotidien des consommateurs avec tout un écosystème de produits électroménagers connectés avec de l'intelligence artificielle embarquée qui permettent de faciliter le quotidien et de se libérer de la corvée ménagère.
Voilà, et si ce reportage vous a plu, vous pouvez le retrouver en intégralité sur la plateforme Tech & Co, sur la chaîne YouTube de Tech & Co et sur l'appli de BFM Business, bien évidemment. Il est 9h moins le quart, direction tout de suite la rédaction de Tech & Co comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et Salomé Ferrari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salomé. Bonsoir. On en parlait il y a quelques jours. Vendredi, c'était Meta qui a dévoilé ses nouveaux modèles de lunettes connectées. Mais lors de la présentation, Salomé, Meta a été victime de nombreux problèmes techniques. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette présentation ? Et oui, décidément, tout ne s'est pas vraiment bien passé la semaine dernière pour Meta. Ça a commencé la veille, lorsqu'ils ont publié par erreur une vidéo de démonstration de leurs lunettes. Le jour J, rebelote, certaines démonstrations ont été victimes de gros problèmes techniques. Par exemple, il y a un chef cuisinier qui est venu, qui a demandé de l'aide aux lunettes et ça n'a pas fonctionné. Même constat quand Mark Zuckerberg a essayé de décrocher avec ses lunettes, en vain. Alors Andrew Bosworth, qui est le directeur des technologies de Meta, expliquait que tout s'était bien déroulé lors des répétitions, mais qu'effectivement, en vrai, il y avait eu quelques couacs. Et en fait, dans la fameuse séquence avec le chef cuisinier qui vient, il va dire la fameuse phrase « Hey Meta, début Live AI ». Et en fait, ça va activer le Live AI de toutes les lunettes Ray-Ban Meta dans la salle. Alors forcément, ce n'était pas vraiment anticipé, ça. Et les serveurs de Meta n'ont pas tout simplement absorbé toute cette charge, parce que toutes les lunettes enregistrent en même temps, en fait. C'est ça. Et en fait, le problème, c'est que, assez ironiquement, en amont, il avait été décidé que le live serait géré sur un seul et unique serveur. Sauf que là, on avait tout le trafic, en fait, de toutes ces lunettes. Et effectivement, cet effet de masse, en fait, a créé un effet un petit peu semblable à une attaque par déni de service, les fameuses attaques DDoS. Et c'est ce que dit Andrew Bosworth. Ils se sont DDoSisés eux-mêmes. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'une démonstration en direct connaît quelques petits couacs. Rappelle-toi en 2010, lorsque Steve Jobs présente l'iPhone 4, pareil, il avait demandé à toutes les personnes dans l'assistance de se déconnecter du Wi-Fi parce que ça ne marchait pas sinon. Alors pour éviter ce genre de problème, certains ont trouvé la solution. Filmé en avance par la vidéo. Voilà, c'est ce que fait Apple maintenant et Tim Cook avec des vidéos qui manquent peut-être d'âme, mais qui, elles, fonctionnent puisque tout a été produit bien en amont. Merci beaucoup, Salomé. Pour savoir plus sur tous ces couacs qu'il y a eu lors de cette présentation, je vous invite à aller évidemment sur le site de Tech & Co. 20h48, on va parler de médecine, de robotique, avec mon invité maintenant. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et j'accueille sur le plateau de Tech & Co le docteur Amir Hanna. Bonsoir docteur. Bonsoir François. Merci d'être là. Merci de m'avoir sur le plateau. Vous êtes pneumologue interventionnel à l'hôpital Marie-Lannelongue. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, pneumologue interventionnel ? En fait, la pneumologie interventionnelle, c'est un domaine qui est spécialisé dans les procédures mini-invasives. Donc en fait, on a des petites caméras qu'on va utiliser, des endoscopes, pour aller dans les voies aériennes réaliser des biopsies. Donc ça, c'est la pneumologie interventionnelle. En fait, c'est une spécialité qui est en pleine croissance. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver le dépistage du cancer du poumon. Donc en fait, on va utiliser des petits outils mini-invasifs pour faire du diagnostic, mais aussi du thérapeutique. Et c'est là, justement, où vous entrez en scène, parce que vous testez, en fait, de nouvelles solutions bourrées de technologie. Et en fait, vous êtes basé à l'hôpital Marie-Lannelongue et vous faites ça en collaboration avec le Centre international des cancers thoraciques et le Paris-Saclay Cancer Cluster. Et vous annoncez ce soir une avancée majeure dans en fait ce diagnostic et cette thérapie, parce que en fait c'est le double effet qui se coule, quoi. Vous arrivez à diagnostiquer plus vite et à soigner aussi avec cette technologie. Racontez-nous comment ça marche. Tout à fait. Donc l'hôpital Marie-Lannelongue, c'est un hôpital à but non lucratif. On vient d'être équipé par ce système de robots endobronchiques. Donc en fait, c'est une plateforme qui va révolutionner le diagnostic et le thérapeutique du cancer du poumon. Donc en fait, on est en train de changer tout ce qu'on a connu à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un endoscope, donc à partir d'un logiciel de navigation qui utilise l'intelligence artificielle. En fait, il va faire une extraction des voies aériennes et donc il va nous donner le chemin qu'il faut prendre. Il va vous faire un Google Maps des pneus, des poumons, en fait. Tout à fait. C'est ça ? Donc, en fait, vous imaginez, si je vous demande, si je vous dis, on se retrouve ce soir au resto, si vous n'avez pas de GPS... je vais arriver en retard. Exactement. Nous, c'est pareil. Et si vous arrivez en retard,
c'est pas bon. Parce que pendant ce temps-là, la tumeur, elle grossit. Exactement. Et on peut être amené à surveiller ou faire une biopsie chirurgicale. Donc en fait, le problème de la biopsie chirurgicale, c'est qu'on va faire des biopsies pour des lésions qui peuvent être des lésions infectieuses ou inflammatoires. Donc on ne peut plus aujourd'hui se permettre de faire des biopsies chirurgicales sans preuve histologique. Et donc c'est une avancée majeure parce qu'aujourd'hui, ça va nous permettre, avec une meilleure précision, d'aller vers avoir un accès sur des nodules qu'on ne pouvait pas accéder à l'avance. Parce qu'avant, comment ça se passait? Alors, avant, il fallait faire des imageries, Justement. Donc, en fait, ce qui est le problème aujourd'hui, c'est on parle d'un problème de cancer du poumon. Donc, le cancer du poumon, c'est le cancer le plus mortel en France, avec 30 000 décès par an. Pourquoi? Parce qu'on fait un diagnostic qui est souvent tardif. Parce qu'en fait, le poumon ne fait pas mal. Le jour où ça fait mal, c'est un stade avancé. Et donc, ce qui est en train de se déployer dans le monde entier, même en France, c'est le programme de dépistage du cancer du poumon. C'est-à-dire, on va faire des scanners, low dose, à une population cible pour, justement, identifier ce cancer à un stade précoce. Et donc, ça va être quoi? Ça va être des fumeurs, ça va être des personnes exposées peut-être à des substances qu'ils ont pu inhaler tout au long de leur vie, des choses comme ça? Tout à fait. C'est des fumeurs qui ont fumé ou qui ont arrêté de fumer ou qui sont toujours actifs et qui ont 50 à 70 ans. Donc, on va faire un scanner, ce qui va nous permettre d'identifier ces lésions. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, il y a 3 techniques pour faire une biopsie. Soit par voie endobronchique, on a des limites. Il n'y a pas de GPS. Vous passez par la bouche, et vous allez dans les poumons. Dans les poumons, mais on a des limites parce que le diamètre de l'endoscope parfois devient plus gros que le diamètre des manches, qu'on ne peut pas aller plus loin. Vous voyez rien, vous ne voyez plus rien. Ou de l'extérieur, par voie transthoracique, avec plus de complications, ce qui veut dire que les malades vont être hospitalisés pour des complications, ou la biopsie chirurgicale, qu'il faut arrêter de faire parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire une biopsie d'une lésion infectieuse ou inflammatoire. Parce que ça prend trop de temps, parce que ça coûte trop cher, parce que vous imaginez, on vous dit il faut qu'on retire cette petite lésion, donc on la retire et après on vous dit c'est rien. C'est rien, c'est de l'infection. Ouais. On aurait pu traiter par un antibiotique. Et donc c'est une avancée majeure qui va transformer l'avenir du cancer thoracique, parce qu'aujourd'hui on va pouvoir aborder tous les nodules. Vous imaginez, je suis devant la tumeur, qu'est-ce que je fais? Je peux la cramer. Soit avec du froid, du chaud, ou injecter des traitements intratumoraux. Docteur, expliquez-nous, vous êtes dans votre bloc opératoire, comment ça se passe en fait? Et donc il y a 2 phases pour faire ce geste. Le scan du poumon, il se fait quand? En amont? En amont. Donc moi je vois le malade il se fait pour comment? Le dépistage. Donc en fait, le robot Ion, ou cet outil, il vient s'intégrer dans un parcours qui est plus global de la prise en charge du cancer. Il s'appelle le Langstream, qu'on a mis à l'hôpital Marine-la-Longue, qui va du dépistage du cancer du poumon, le sevrage tabagique et le diagnostic. Et dans le diagnostic, on a plusieurs outils dans lesquels on a le robot Ion. Et après, le bilan pré-thérapeutique, chirurgie ou onco-traitement. Et donc, pour faire la procédure, donc le malade il vient, on a un scanner. Donc j'ai une phase de planification, donc sur un logiciel d'intelligence artificielle. Je vais lui dire, voilà, moi je vais arriver à ce nodule. Et donc il va faire une extraction de l'arbre trachéobronchique et il va me donner le trajet qu'il faut prendre pour aller vers le nodule. Mais comment il le connaît? Parce qu'il aura, par rapport à de l'intelligence artificielle. Mais il va se baser sur quelles données? De l'imagerie? Du scanner. Du scanner. Il part du scanner en fait. Et ce que vous ne voyez pas à l'œil nu? Alors moi je ne vois pas les petites branches qui arrivent vers Lui, il le voit. Lui, il le voit. Et donc il va me donner le trajet le plus proche de la lésion. Et donc pendant la procédure... Mais votre petit appareil, il va arriver à passer? Parce que vous me disiez qu'au bout d'un moment... C'est ultra fin, donc c'est très très fin, c'est un endoscope qui fait 3,5 mm. Et en fait, il est branché sur un bras articulé. Et donc en fait, de l'extérieur, il n'y a plus les mouvements des bras, parce qu'on est limité quand même, malgré tout. Et on n'est pas stable. Et donc on va naviguer, on aura sur l'écran 2 images. L'image qui a été préconstruite et l'image endobronchique. Et on va avancer les 2 ensemble. Et on va arriver vers la lésion. Alors, il y a une petite différence entre les 2, parce que le scanner que le malade a fait, il l'a fait en externe, il n'était pas endormi. Et donc, la plateforme est capable de récupérer. Donc, on peut réaliser un scanner en temps réel pendant la procédure. Pour avoir la même. La plateforme va récupérer pour corriger cette petite divergence pour encore aller plus loin vers la tumeur. Vous avez déjà opéré comme ça, forcément? Oui.
Ça fait quoi alors de détecter peut-être des débuts de tumeurs que vous n'auriez pas pu détecter auparavant? Pour vous, ça doit être une satisfaction incroyable, non? C'est une avancée majeure. Pourquoi on est content? Parce qu'en fait, je vous dis, moi, sincèrement, il y avait des malades que je surveillais en consultation depuis des mois, que je n'arrivais pas à faire le diagnostic. Donc, on surveille, un scanner tous les 6 mois. Bon, ça bouge un peu. Ça. Et là, aujourd'hui, on arrive à voir le diagnostic sur un succès de procédure, 95%. Et donc, les malades, par la suite, ils sont opérés. Et donc, on a une meilleure survie à long terme. Donc, on a un intérêt pour le patient, parce qu'on améliore la survie du cancer du poumon, 1, 2. Et 2, on a quand même... donc, c'est une plateforme de recherche, puisque c'est financé par le Paris-Saclay Cancer Cluster. Et donc, pour l'industriel, c'est une plateforme qui est ouverte à l'industriel et aux startups pour faire des collaborations et développer ensemble des outils performants pour le diagnostic et le thérapeutique du cancer du poumon. En gros, finalement, dans quelques temps, avec cette technologie, on aura des dépistages de poumons comme on a des dépistages aujourd'hui pour le cancer du sein, finalement. Tout à fait. On pourrait imaginer que, voilà, j'ai 55 ans, j'ai 10 ans de cigarette, je vais faire, non pas une mammographie comme une femme pourrait faire pour un cancer du sein, mais un scanner du poumon pour voir où j'en suis. Tout à fait. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans le monde entier, et même en France, il y a l'INCa qui vient de financer un projet pilote, qui s'appelle Impulsion, qui est un projet pilote pour le dépistage du cancer du poumon, qui s'inscrit, parce que demain, on aura le dépistage, mais au niveau national, mais le premier projet pilote, Impulsion, qui va démarrer. D'accord. On parle du poumon, là, c'est votre spécialité, mais est-ce qu'on peut imaginer, à votre avis, de répéter cette technologie pour d'autres organes? Tout à fait, sauf que cette plateforme, elle est dédiée pour les voies aériennes. Okay. Mais je suppose qu'il y a d'autres plateformes qui sont en plein développement pour, par exemple, les voies biliaires, c'est sûr. Ben voilà, on est à l'orée d'une avancée incroyable dans le domaine de la médecine et du dépistage du cancer du poumon. Merci beaucoup d'en être un peu les défricheurs, finalement. C'est passionnant. On a beaucoup travaillé, surtout avec le PSCC, le Paris-Saclay Cancer Cluster, le Centre international des cancers thoraciques, et on a réussi à avoir ce projet en collaboration avec Gustave Roussy, Marianne Lang et Saint-Joseph. Merci beaucoup, docteur. Docteur Amir Hanna, donc pneumologue interventionnel à l'hôpital Marie-Lanne Long, pour terminer ce Tech & Co ce soir. Voilà, ça fait plaisir d'avoir comme ça une bonne nouvelle. Très belle soirée, merci de nous suivre. On sera là demain 19h30 depuis l'Accor Arena, à l'occasion d'une émission spéciale Big de BPI. À demain, avec plaisir. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.